Bonsoir et bienvenue sur l'échiquier international. Delhi, capitale indienne, accueillait le sommet du G20 ce samedi, ou devrais-je désormais dire le G21. Oui, car l'Union africaine a été officiellement admise en tant que membre à part entière du bloc économique et géopolitique. Un sommet qui survient quelques semaines seulement après celui des BRICS, un rendez-vous qui a connu un certain succès et ce faisant, New Delhi n'avait que peu de marge pour discuter des dossiers économiques et tenter de dégager de nouvelles orientations, en particulier à cause des divisions et autres divergences sur un certain nombre de dossiers à l'image de l'énergie ou encore du climat. Et en tout état de cause, les pays membres ont tenté justement de se mettre d'accord autour de certains points jusque-là clivants, parfois par contrainte, à défaut de consensus, car la situation de conflit et de crise géopolitique globalisée rappelle tout le monde à la nécessité de redoubler d'efforts pour tenter tout simplement de s'en sortir. Sécurité alimentaire, transition énergétique et autres, nous en parlons sur l'échiquier international juste après ça. Alors, pour discuter du sommet du G20 qui se tenait ce samedi à New Delhi, donc capitale indienne, j'ai le grand plaisir d'accueillir notre expert économique maison qui est avec nous ce soir sur le plateau. Il nous vient tout droit de la cité phocéenne, Nazim Sini, enseignant agrégé d'économie à l'université Aix-Marseille 1. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour votre invitation. Je ne me permettrai pas cette blague au sujet de votre teint bien bronzé. Les vacances ont été bonnes, Nazim Sini. Tout à fait, exactement. Très bien, alors avant de basculer dans le débat, de quoi a-t-on parlé concernant les dossiers économiques phares à New Delhi? Réponse dans ce sujet signé Mohamed Wali Ben Shaban. En plus des questions géopolitiques complexes, la transition énergétique et la sécurité alimentaire, de gros dossiers aux enjeux critiques ont été placés au centre des débats des responsables mondiaux au sommet du G20 de Delhi, reflétant l'urgence d'agir face à des défis qui touchent plusieurs coins au monde. L'Inde, en tant que pays hôte, fait part de ses ambitions dans le domaine de l'énergie verte et place les discussions sur la coopération internationale pour développer des technologies propres, l'efficacité énergétique et la diversification des sources d'énergie. Les dirigeants du bloc ont discuté des investissements nécessaires pour accélérer la transition vers des sources d'énergie durables pour garantir la stabilité des approvisionnements pour leur pays. Une question devenue une priorité absolue pour le G20. L'allègement de la dette mondiale et les capacités qu'auront les bailleurs de fonds mondiaux à financer les défis économiques de l'avenir ont également eu leur part de discussions à Delhi sous impulsion américaine. Nous avons déjà réalisé des progrès significatifs dans l'expansion de la capacité financière des banques multinationales de développement. Les recommandations actuellement mises en œuvre ou l'étude dans les BMD pourraient débloquer 200 milliards de dollars supplémentaires au cours de la prochaine décennie. Il s'agit de ressources supplémentaires cruciales pour réduire la pauvreté, faire progresser la sécurité sanitaire mondiale et lutter contre le changement climatique. L'autre préoccupation du G20 est bien entendu la sécurité alimentaire exacerbée par de nombreux facteurs géopolitiques, environnementaux et d'autres qui pèsent lourdement sur la chaîne d'approvisionnement. Le sommet du G20 en Inde a souligné l'importance cruciale de la sécurité énergétique et alimentaire dans un monde en constante évolution. Ces débats font néanmoins face à de nombreuses divisions internes au sein du G20 du fait du télescopage des intérêts économiques de tout un chacun, notamment en temps de crise géopolitique majeure et globalisée. Allez, sans plus tarder, place au débat. Nazim Sini, un sommet du G20 qui intervient dans un contexte tout particulier, marqué par des dysfonctionnements, peut-être, disons-le, le mot est peut-être un peu fort, interne au sein des G20, et ce, justement, à cause de ces crises géopolitiques qui secouent le monde et qui ont justement des conséquences et des répercussions sur l'économie mondiale.
Tout à fait, vous faites très bien de le rappeler. Alors, juste pour poser le contexte, c'est important de dire que le G20, d'abord, c'est l'organisation économique la plus importante au monde. 85% des richesses mondiales. Tout à fait, du PIB mondial, Oui. 75% des transactions internationales, commerciales évidemment, et c'est près de 65% de la population de la planète. Et aujourd'hui, effectivement, le G20 n'a jamais été autant divisé que par le passé. D'abord, pour deux raisons. La guerre en Ukraine. Effectivement, vous avez au sein du G20 les pays du bloc occidental représentés par les États-Unis. Oui. Qui n'arrête pas de crier sur tous les toits qu'il faut absolument condamner la Russie pour, soi-disant, son agression sur le pays, enfin sur l'Ukraine. La Russie, dans le même temps, membre à part entière du G20. Exactement. Du G20 et anciennement membre du G8, Voilà. qui a été exclu du G8 pour laisser place au devenir le G7. G7. Tout à fait. Et de l'autre côté, vous avez la Chine et Moscou, donc et la Russie, qui sont les principaux protagonistes également du G20, qui refusent justement d'entrer dans cette querelle politique et diplomatique qui est imposée par les États-Unis. Et on voit effectivement que le G20 est confronté à des défis considérables. D'abord, les changements climatiques. Vous Oui. savez, cette année, surtout l'été 2023, était extrêmement meurtrier. Le plus chaud, on le dit, les experts le disent. Tout à fait. Depuis l'ère pré-industrielle. Oui. D'ailleurs, on a battu des records de température et partout sur la planète, en Chine, aux États-Unis, en Algérie, en Grèce, en Italie et même en France. Donc vous avez les défis en lien avec les questions climatiques. Vous avez également les défis en lien de la sécurité alimentaire, impactés évidemment par la crise climatique. Dossier ô combien important, justement. Ô combien important, tout à fait. Et puis vous avez aussi des tensions commerciales qui sont en train de naître un peu partout. Je pense notamment entre Taïwan et la Chine, entre les États-Unis et la Chine également. Donc il y a un climat d'incertitude et d'insécurité qui vient faire peser vraiment un climat Oui. assez exécrable lors de cette réunion du G20. Et d'ailleurs, le Premier ministre Modi le disait, il voulait faire de cette réunion et de ce sommet un sommet rassembleur. Et d'ailleurs, Anthony Guterres, pour reprendre ses propos, disait, donc le secrétaire général de Les l'ONU, Nations Unies, oui. voilà, il disait clairement qu'aujourd'hui le G20 est une famille, mais une famille dysfonctionnelle. Exactement. Donc le principal défi du Premier ministre Modi lors de ce sommet, c'est de pouvoir arriver à une déclaration commune qui serait un miracle si vraiment on arrivait à aboutir à cela pour vraiment fixer les grandes orientations économiques des prochaines années. Justement, le Premier ministre Narendra Modi, qu'attendent justement des échéances électorales en Inde, d'où l'importance de réussir pour lui, bien sûr, ce sommet du G20. Alors d'emblée, les dossiers phares de cette année 2023 s'imposent comme les dossiers clés de ce sommet du G21. Nous l'avions précisé car l'Union africaine a participé cette fois-ci en tant que membre à part entière après avoir été invitée. La sécurité alimentaire, la transition énergétique et dans la transition énergétique, il y avait le dossier de la sécurité énergétique, Nazim Sini. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est une très bonne chose que l'Union africaine puisse adhérer au fameux G20 parce que ça montre enfin qu'on donne de l'importance à ce continent qui est un continent riche et pas riche qu'en matière de ressources, riche également en matière humaine, en matière intellectuelle. Et je pense qu'aujourd'hui, la plupart des grandes puissances économiques ont compris qu'il fallait que l'Afrique soit actrice de son développement et non pas spectatrice ou en marge des décisions du monde. Donc ça, c'est la première chose. Et effectivement, il y a des dossiers extrêmement prégnants et urgents, à savoir la transition énergétique, les défis climatiques, nous en avons parlé, la sécurité alimentaire et également la stabilité économique dans le monde. Ça ne vous a pas échappé qu'actuellement, on parle beaucoup d'une crise immobilière qui est en train de se profiler à l'échelle planétaire, que ce soit en Chine, en Europe et également aux États-Unis, et qui peut avoir un impact désastreux sur l'économie mondiale, un peu ce que nous avions vécu à l'époque en 2008. Et aujourd'hui, effectivement, on estime qu'il faut absolument miser sur l'essor économique de l'Afrique, d'abord pour sa stabilité régionale, et également pour son développement économique, et puis son essor, tout simplement. Et je pense qu'aujourd'hui, les Africains sont prêts à retrouver leur souveraineté, leur indépendance et surtout à ne plus faire l'objet d'une guerre d'influence entre le bloc occidental et puis les autres pays que peuvent être également la Chine. Donc c'est très important aujourd'hui pour le continent africain de trouver sa troisième voie, donc une voie alternative, celle d'un continent non aligné et qui puisse trouver sa propre lignée ou sa propre ligne directrice pour le développement. Alors justement, dans ce même dossier énergétique, le groupe G21 qui, disons-le sans langue de bois, condamne l'utilisation du charbon mais épargne tout de même le gaz et le pétrole. Comment faire lorsque, au sein de cette même famille, entre guillemets, on a quelques-uns des plus importants, à la fois producteurs et consommateurs d'hydrocarbures au monde?
Là, vous ouvrez, vous jetez un pavé dans la mare parce qu'il y a de vraies divergences au sein du G20 entre les pays producteurs de matières premières qui représentent essentiellement leurs ressources. Vous avez aussi les importateurs, ceux qui importent, qui ont un besoin énergétique. Et puis, vous avez en face des enjeux climatiques. Donc ça, c'est comment concilier l'ensemble de ces éléments qui paraissent comme ça irréconciliables, j'allais dire. Donc là, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est accompagner l'ensemble des pays, surtout ceux qui ont les moyens financiers, à basculer vers une transition énergétique. D'ailleurs, il faudrait investir à peu près entre 100 et 120 milliards de dollars par an pour assurer une transition énergétique efficace. Et ça a été dit lors du dernier sommet sur le climat au Kenya, à Nairobi, où on veut faire de l'Afrique une puissance verte en matière énergétique. Et je pense que le continent africain a les moyens et la possibilité pour entamer ce virage-là technologique et aussi énergétique, à condition également qu'on l'accompagne. Et je pense que ça va être aussi le rôle un peu des BRICS. Et c'est pour ça que j'estime, et ça n'engage que moi, que l'adhésion récente de certains pays du continent africain rentre clairement dans cette stratégie de faire basculer le continent africain vers la transition énergétique. Donc c'est très important. Mais aujourd'hui, effectivement, on va assister, vous avez raison de le rappeler, à une véritable bataille presque idéologique. Comment peut-on concilier nos impératifs de croissance avec les questions de transition énergétique ? Alors justement, un autre dossier prégnant lors de ce sommet du G21 New Delhi, c'est celui de la sécurité alimentaire dans un contexte là aussi tendu. L'accord sur les céréales ou le spectre de l'accord sur les céréales, oserais-je dire, planer sur New Delhi. La Russie, l'Ukraine, l'ONU et la Turquie n'arrivant pas arriver justement plutôt à trouver un accord pour reprendre, permettre une reprise normale des exportations de céréales et notamment de blé à partir d'Ukraine. Comment imaginez-vous que les discussions s'étaient organisées autour de ce dossier-là à New Delhi, Nazim Sini? Écoutez, dans notre malheur, dans ce conflit russo-ukrainien, c'est que ça oppose les deux puissances céréalières du monde. Donc la Russie et l'Ukraine produisent à peu près entre 70 et 80% des céréales consommées dans le monde, qui, je tiens à le rappeler, c'est la matière essentielle pour nourrir la planète. Aujourd'hui, pour moi, la solution elle est claire. Il faut passer par la diplomatie. Il n'y a que la diplomatie et le politique qui peut résoudre ce conflit et qui puisse trouver un consensus pour libérer un peu ce stock de marchandises et retrouver une production normale à même de venir abonder le reste de la planète. Parce que, vous savez, cette crise-là russo-ukrainienne a eu des conséquences catastrophiques. Je pense notamment à l'Égypte, qui est tributaire de la production ukrainienne, qui a vu du jour au lendemain stopper l'arrivage de près de 1/3 de sa consommation de céréales. Et aujourd'hui, je pense que des pays comme l'Union africaine, comme l'Union européenne doivent rentrer dans la bataille et surtout dans la discussion pour essayer de faire retrouver autour d'une table les principaux protagonistes de cette guerre pour essayer justement de trouver une solution qui pénalise le monde entier. C'est ça qui est quand même dingue quand on prend du recul, c'est qu'un conflit qui oppose deux pays est en train de paralyser le monde entier. Justement, les États-Unis, grands patrons du G20, avouons-le, depuis la naissance de ce groupe, tenté pour la première fois de faire naître une espèce de contrepoids à l'initiative de la route de la soie chinoise en annonçant, et c'est le président Joe Biden en compagnie du Premier ministre indien Narendra Modi qui l'avait annoncé, une panoplie d'infrastructures à la fois ferroviaires, maritimes, englobant certains pays du Moyen-Orient aux côtés de l'entité sioniste également pour faire contrepoids à cette route de la soie. Comment jugez-vous comme ça d'emblée cette initiative de la part des Américains ? Écoutez, c'est une forme d'hypocrisie, il faut le dire clairement, de l'oncle Sam, parce que depuis toutes ces années, nous n'avons jamais vu les États-Unis investir massivement dans des infrastructures dans des pays étrangers pour, soi-disant, les accompagner dans leur développement économique. Là, c'est une initiative qui veut tout simplement venir contrecarrer et effectivement peser contre les pays tels que la Chine, tels que la Russie, également l'Inde, qui sont en train de déployer leur savoir-faire. L'Inde faisant partie de ce projet. Tout à fait. Précision. Oui, exactement. Mais c'est une manière également aussi de dire que les États-Unis ne vont pas abandonner facilement certaines zones du monde, certaines zones du globe aux mains d'autres puissances telles que la Chine ou encore telles que les pays membres des BRICS. Donc aujourd'hui, c'est une véritable guerre d'influence, c'est une guerre de lobby et c'est pour ça qu'on le dit très souvent. Aujourd'hui, vous avez deux blocs qui s'opposent. C'est une bataille idéologique, politique.
et aussi économique qui est en train de se traduire aussi sur le continent africain. Et on l'a très souvent dit aussi ensemble, c'est qu'aujourd'hui, l'Afrique risque d'être le théâtre d'affrontements entre deux puissances. On est en train quelque part de recréer une guerre froide, mais cette fois-ci elle est un peu plus chaude parce qu'on a le réchauffement climatique. Alors, deux autres chefs d'État phares de ce groupe, de cette famille, de ce bloc économique étaient absents justement du sommet de New Delhi, en l'occurrence le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine. Encore une autre facette des dysfonctionnements qui règnent au sein de ce groupe et des intérêts économiques a priori irréconciliables entre deux blocs qui cohabitent au sein d'un même bloc. Oui, tout à fait. Après, on peut trouver des explications très simples. Bon, le président chinois ne se déplace pas parce qu'il y a des tensions très fortes avec l'Inde. Avec l'Inde, oui. Tout à fait. Donc, c'est une manière pour lui de marquer ses distances et de marquer son désaccord avec les positions de l'Inde. Et puis, pour le président russe, Vladimir Poutine, c'est pour des questions de sécurité, évidemment. Il ne souhaite pas sortir du territoire. Mais ça montre, comme vous le dites, qu'aujourd'hui, le G20 est au bord de l'éclatement. Oui. Donc c'est très compliqué, surtout pour le Premier ministre Modi, de pouvoir essayer de fédérer, de rassembler autour de points de convergence tous les membres du G20, parce qu'effectivement, vous avez des intérêts qui divergent, les pays ne voient pas les choses de la même manière, n'ont pas la même vision de ce qui est en train de se passer à travers le globe, et aujourd'hui, ça pose des difficultés. Et même si on pousse un peu le raisonnement plus loin, on peut se dire, est-ce que le G20 a un avenir ? Oui. Dans sa conception actuelle, est-ce qu'on ne va pas assister à une fragmentation du G20 en un éclatement de plusieurs blocs et finalement, peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, on verra rester le G7 d'un côté, les BRICS de l'autre, puis pourquoi pas un autre bloc de pays. Alors un G20, G21 un peu sous pression parce qu'il se tenait, nous le disions en introduction de cette émission, juste après la tenue d'un autre sommet, celui des BRICS à Johannesburg, et qui a connu quand même un certain succès. Dans quel état d'esprit, selon vous, les chefs d'État et de gouvernement étaient à New Delhi en sachant qu'une partie du monde se tourne vers un autre bloc économique qui emploie de nouveaux éléments de langage, incluant notamment un nouvel ordre économique mondial, l'utilisation de monnaie locale dans les échanges commerciaux, un langage qui est tout sauf un langage ultra-libéral, ultra-capitaliste imposé par les États-Unis. Oui, tout à fait. En fait, le G20 perçoit les BRICS comme un concurrent. Dans ce que représente un groupement de pays. Et d'ailleurs, effectivement, vous faites bien de le rappeler, les BRICS ont été un franc succès, d'abord médiatique, politique, diplomatique, mais aussi économique, puisque énormément d'investissements ont été annoncés, des promesses de financement sur plusieurs continents, notamment en Asie du Sud-Est, mais aussi sur le continent africain. Et aujourd'hui, le G20 veut tout simplement défendre son précaré et tente de survivre face à l'émergence d'un nouveau bloc de pays, effectivement, comme vous le dites, qui a un nouveau langage, qui est plus dans le multilatéralisme, qui va faire la promotion, on va dire, d'un développement plus inclusif, ce que ne faisait pas le G20. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le G20 se transforme en G21. Quelque part, c'est une sorte d'effet d'annonce pour ne pas se laisser doubler par les BRICS, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va assister à une rivalité qui a toujours existé, mais qui aujourd'hui est visible et surtout qui éclate à la face du monde. Et vous savez, aujourd'hui, pour moi, cette bataille va être remportée par le bloc des pays qui a la meilleure vision et surtout celui qui propose le meilleur avenir ou le meilleur projet d'avenir. Et c'est pour ça que c'est important que le G20, s'il veut survivre, il doit proposer une communauté de destin à ses membres plutôt que de tenter d'alimenter les divisions. Justement, à chaque fois qu'un certain nombre de pays ou de chefs d'État de pays industrialisés sont autour d'une table, il y a la question du climat qui fait grincer des dents, notamment certains d'entre eux. Là aussi, sur le volet climat, les chefs d'État du G21 n'ont pas réussi à s'accorder sur une espèce de début, justement, d'accord, entre guillemets, sur la manière dont ils vont gérer cette question de réduction de l'empreinte carbone à l'avenir. C'est très compliqué, vous savez, c'est un sujet délicat. Et toutes les COP qui se sont déroulées n'ont jamais réussi à trouver un consensus. D'ailleurs, vous avez une COP qui va arriver très prochainement à Dubaï au mois de novembre.
Et les observateurs et les analystes ne se font pas d'illusions. Oui. Ils savent que ça va être une énième réunion qui va déboucher sur aucun accord. Et le G20 s'est aussi frotté à cet écueil parce que vous savez, c'est très compliqué d'arriver à trouver des points de convergence avec des pays qui n'ont pas les mêmes intérêts. D'abord, vous avez des pays qui sont producteurs de matières premières, qui ne peuvent pas abandonner cette énergie. Vous avez d'autres pays qui ont relancé la production de charbon parce qu'ils font face à une crise énergétique au sein même de leur pays. Et vous avez d'autres pays ou d'autres continents qui sont victimes du réchauffement climatique et en premier lieu l'Afrique. Voilà. Et en premier lieu l'Afrique et tout le bassin méditerranéen. Et on a eu encore une preuve cet été. Donc ce qui est difficile aujourd'hui, c'est d'arriver à trouver un consensus. Et un consensus international, pour qu'il soit arraché, il faut que l'on ait une convergence et surtout un intérêt commun. Et l'intérêt commun passe par des accords financiers, par des accords politiques, par de la négociation, chose qu'on n'arrive pas à faire actuellement au niveau du G20 et même au niveau international. Donc pour moi, ce qui va être délicat, c'est d'abord de faire prendre conscience aux pays qui sont les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre, mais aussi d'essayer d'arrondir les angles avec les pays qui sont victimes du réchauffement climatique pour leur demander de faire preuve un peu d'essayer d'être conciliant avec les pays qui sont émetteurs parce qu'il faut qu'on arrive à trouver un accord global qui puisse satisfaire l'ensemble des pays concernés. Alors justement, il y a aussi la question du financement du développement qui s'est posée lors de ce sommet avec des déclarations phares. On les a entendues de la part de la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, qui parlait justement de la nécessité, notamment là, en ce qui concerne la transition énergétique, de mobiliser des financements à hauteur au minimum de 200 milliards de dollars. Il fallait justement engager et mettre à contribution ces fameuses banques mondiales de développement. Est-ce que la question du financement d'un développement durable, inclusif, est à tel point difficile pour des pays qui disposent, rappelons-le, de centaines de milliards de financements? Oui, parce qu'encore une fois, ces institutions-là font de la politique et qu'ils ont tendance, lorsqu'ils vous financent un projet de développement, à le conditionner à soit une réforme politique, à le conditionner à, par exemple, une voix lors d'un vote au niveau des Nations Unies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les institutions telles que le FMI ou la Banque mondiale n'ont jamais prêté ou financé un projet sans contrepartie. Et c'est ça qu'elle doit changer en matière de paradigme ou d'état d'esprit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si ces pays-là et ces institutions-là ne veulent pas être éclipsés par la NBD, la fameuse banque des BRICS, ou par d'autres mécanismes de financement, ils doivent absolument penser le développement sous le spectre uniquement d'un accord, de coopération et surtout dans un esprit, d'essor économique des pays qui sont visés. Donc aujourd'hui, d'ailleurs la secrétaire d'État l'a clairement dit, elle veut absolument que la Banque mondiale et la FMI ait une meilleure implication dans les financements en lien avec le développement économique. Oui. Parce que, en fait, pendant toutes ces années, ces institutions-là ont échoué dans leur mission première, au profit d'autres pays qui n'ont pas hésité à mettre des milliards de dollars sur la table pour améliorer les infrastructures d'un continent, pour financer des projets structurants, etc., etc. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, si le FMI et la Banque mondiale veulent retrouver un rôle de premier plan, elles doivent absolument s'impliquer véritablement et durablement et sans conditionnalité dans les projets qu'elles souhaitent financer. En contre-champ de ce dossier, justement, il y a un autre dossier financier ô combien important. Il s'agit du dossier du réduction de l'endettement mondial évoqué là aussi par Janet Yellen. Comment réussir justement à impliquer de nouveaux acteurs ou tout simplement un ensemble d'États dans cet impératif de réduire l'endettement mondial lorsque vous avez des organisations internationales censées contribuer à un développement sain des économies qui ne jouent pas leur rôle? Mais vous savez, la dette aujourd'hui, c'est une véritable bombe à retardement. Parce que si elle éclate, je peux vous dire que ça va être un cataclysme au niveau mondial. Parce que si on assiste par exemple à des défauts de paiement de certains pays ou de certains acteurs privés, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, l'endettement privé est supérieur à l'endettement public. Et pourquoi? Parce que pendant des années, on a financé des entreprises, on a financé des acteurs privés sans se soucier du remboursement de la dette. Et pareil pour les pays qui ont financé parfois tout simplement leur budget courant par de l'endettement. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des charges de dette qui sont supérieures
parfois est plus lourde à payer que la dette en elle-même. Très bien. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un véritable défi en matière de dette et je pense que la première chose à faire, c'est de sensibiliser l'ensemble des pays et surtout de commencer à réduire drastiquement l'endettement. Ça a commencé déjà avec la hausse des taux directeurs, mais il ne faut pas que cette réduction de dette entraîne aussi un resserrement des politiques monétaires et du financement international. Nazim Sini, enseignant agrégé d'économie à l'université Aix-Marseille 1, merci d'avoir éclairé notre lanterne au sujet du sommet du G20 ou G21 désormais qui se tenait ce samedi à New Delhi en Inde. Merci d'avoir été fidèle à l'échiquier international. Excellente suite des programmes sur L24 News.